Je m'appelle Lynne Saint-Laurent, je suis porte-parole pour Hydro-Québec et mes dossiers concernent principalement les marchés d'exportation. C'est une bonne question que j'apprécie que tu la poses parce que ça me rappelle en fait une petite anecdote. On a commencé à parler de cette batterie naturelle ou la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. Il y a quelques années, il y avait un événement qu'on avait organisé à Montréal pour célébrer les 75 ans d'Hydro-Québec et on avait commencé à évoquer cette idée, ce concept. Qui n'était pas nécessairement nouveau, mais au cours de cette occasion, de cette célébration, qu'on a parlé de la batterie naturelle. Et il y avait des gens qui posaient la question, est-ce qu'on peut voir la batterie, elle est où? On peut s'imaginer quelque chose de physique, une batterie, un énorme cube avec anode, cathode et électrolyte, mais c'est pas ça. La batterie naturelle, en fait, elle est constituée des grands réservoirs d'Hydro-Québec. L'ensemble des 28 réservoirs qui sont des grands bassins remplis d'énergie sous forme d'eau. Donc, c'est une énergie qui est renouvelable. Elle tombe du ciel. À Hydro-Québec, on ne brûle pas quelque chose pour produire de l'électricité. On turbine l'eau qui est naturelle, qui est renouvelable. Donc, cet ensemble de réservoirs qui peuvent être utilisés qui sont utilisés pour générer de l'énergie, c'est ça la batterie. Donc, quand on utilise à fond nos centrales hydroélectriques, on peut s'imaginer que cette batterie-là donc se décharge. Donc, l'eau dans nos réservoirs, c'est pas visible à l'œil parce que la surface est tellement grande, mais le niveau d'eau va baisser un petit peu. Et si on utilise moins nos centrales, pour X raisons, bien, l'eau peut remonter. Donc, c'est vraiment cette utilisation de nos réservoirs qui est considérée comme la batterie naturelle du nord-est de l'Amérique. Une autre mauvaise perception qu'on peut avoir de cette batterie, c'est qu'on comprend bien sûr qu'elle est constituée de nos réservoirs remplis d'eau, mais on voit ça comme une source d'énergie, comme qu'on vient décharger, qu'on utilise pour approvisionner le Québec, nos marchés voisins. Cette batterie naturelle prend tout son sens dans le cadre de la transition énergétique puisqu'on veut utiliser davantage de ressources qui sont renouvelables, mais dans cette famille de ressources renouvelables, il y a des énergies qui sont intermittentes. On peut penser à l'éolien, on peut penser au solaire aussi. Donc, quand il vente beaucoup, quand il fait un beau soleil et qu'on peut compter sur ces énergies-là, on utilise un petit peu moins nos réservoirs parce que ces énergies-là vont approvisionner le réseau en électricité. S'il n'y en a pas assez, notre hydroélectricité, nos réservoirs sont là pour prendre le relais. Et s'il y a trop de cette énergie-là par rapport à la demande, on peut emmagasiner et l'utiliser, emmagasiner l'eau dans nos réservoirs. Donc, c'est vraiment ce jeu de réservoirs qui permet d'utiliser notre réseau comme une grande batterie naturelle. On joue déjà ce rôle de batterie-là au Québec puisqu'on a de l'énergie éolienne sur notre réseau. On a environ 4000 MW d'énergie éolienne et avec les récentes annonces, c'est une énergie qui va prendre de l'ampleur. On va ajouter des milliers de mégawatts additionnels d'énergie éolienne. Donc, on va être appelé à jouer ce rôle-là davantage, mais déjà, c'est quelque chose qu'on fait parce que l'énergie éolienne, les 4000 MW, lorsque ça fonctionne très bien, c'est cette énergie-là qui passe en premier, si on veut, qui est utilisée d'abord au Québec. Mais s'ils ne vendent pas assez, s'il n'y a pas assez d'énergie éolienne sur le réseau, nos centrales hydroélectriques, avec les réservoirs, sont là pour assurer un approvisionnement qui est constant donc au Québec. Alors, c'est déjà utilisé comme une batterie naturelle. Et l'idée de l'utiliser, d'offrir ce service-là pour nos marchés voisins. Nos marchés voisins, on peut surtout penser au marché de la Nouvelle-Angleterre, qui est notre plus important marché d'exportation. C'est là où on vend la moitié de notre énergie qui est exportée. New York aussi, c'est là où on vend environ le quart de notre énergie qui est exportée. Ces marchés-là ont déjà, au fil des 10-15 dernières années, ajouté des milliers de mégawatts d'énergie, surtout éolienne, et il va s'en ajouter encore des milliers. New York, environ 9000 mégawatts dans les prochaines années, c'est ce qui est prévu, environ le triple de ça en Nouvelle-Angleterre. Donc,
dans des marchés où on ajoute toute cette belle énergie renouvelable, mais qui est intermittente, ça fait tout son sens qu'Hydro-Québec, avec un maillage stratégique en termes d'infrastructures de transport avec ces réseaux-là, puisse justement venir équilibrer ces ressources-là dans les décennies à venir. C'est une des raisons pour lesquelles on a signé des contrats à long terme avec New York, avec le Massachusetts. C'est sûr que ces contrats-là, pour la durée de vie du contrat, on parle d'un approvisionnement qui est du nord vers le sud, un approvisionnement unidirectionnel. Mais à terme, lorsqu'ils seront terminés avec ces infrastructures stratégiques bien en place, on pourra utiliser ces lignes-là de manière bidirectionnelle et donc acheminer de l'énergie lorsqu'il y a la demande. Nous, on pourra aussi importer leur énergie renouvelable. Alors, l'idée de cette batterie naturelle, c'est vraiment, ça permet d'optimiser, en ajoutant des lignes d'interconnexion, d'optimiser les ressources renouvelables sur un plus grand territoire, donc sur le nord-est de l'Amérique du Nord, le Québec, les marchés nord-américains, les marchés du nord-est de l'Amérique du Nord, Nouvelle-Angleterre, New York, et on le fait déjà un peu avec l'Ontario. Donc, en étant bien interconnectés, on a déjà une quinzaine d'interconnexions. En ajoutant, par exemple, celle avec New York, qui, dans la construction, est déjà commencée au sud de la frontière. Celle avec la Nouvelle-Angleterre, si jamais le projet débloque, là, on sait qu'on est devant les tribunaux dans ce dossier-là. Donc, avec un bon maillage, un meilleur maillage des réseaux de transport, on peut mieux jouer ce rôle de batterie. Notre batterie, elle est déjà construite. On a un vaste réseau de réservoirs qui est en place. On a 28 grands réservoirs. On a 62 centrales hydroélectriques, dont environ le tiers, c'est des centrales à réservoir, mais ce tiers-là approvisionne 2 tiers de notre capacité hydroélectrique parce qu'elles sont très puissantes. Donc, la batterie est déjà en place. On peut déjà jouer un peu le rôle de batterie, mais c'est vraiment avec de nouvelles interconnexions qu'on utilisera à terme des contrats de manière bidirectionnelle, qu'on pourra pleinement jouer ce rôle de batterie. En fait, le plus important, c'est celui avec New York. Donc, ça, on est en train de construire. Notre partenaire a commencé, c'est-à-dire la construction au sud de la frontière de la ligne Champlain-Hudson Power Express. Donc, c'est une ligne qui va relier notre réseau de transport à la ville de New York. Donc, historiquement, lorsqu'au Québec exporte à New York, on exporte surtout dans le nord de l'État. Il y a des enjeux un peu de congestion du réseau de transport qui fait qu'on arrive difficilement au sud. Cette ligne-là va vraiment nous créer un chemin direct avec le sud de l'État, la ville de New York, qui en ce moment s'approvisionne à environ 90% en énergie fossile. Eux aussi, comme le Québec, ont des objectifs de décarbonation. Ils veulent un réseau d'électricité vert, propre. Alors, le CHPE, le Champlain-Hudson Power Express, c'est vraiment une opportunité d'amener une grande quantité d'énergie propre directement à la ville. Donc, la construction est commencée au sud de la frontière. Au Québec, on doit aussi construire une nouvelle ligne pour amener l'énergie à la frontière. C'est la ligne RTL New York et on est dans la période de démarche réglementaire pour obtenir les permis pour nous aussi commencer la construction. Donc, je dirais que celui-là, c'est le plus important. Nouvelle-Angleterre, grand marché pour Hydro-Québec. On a une entente avec l'État du Massachusetts pour un contrat de 25 ans, 9,45 TWh. La construction avait commencé du New England Clean Energy Connect qui vise à amener notre hydroélectricité au réseau de la Nouvelle-Angleterre, puisqu'on a cette entente avec le Massachusetts. Donc, l'État du Massachusetts fait partie du réseau d'électricité de la Nouvelle-Angleterre pour les 6 États. On passe par le Maine pour se brancher, si on veut, au réseau de la Nouvelle-Angleterre. Et malheureusement, le projet a rencontré des enjeux d'acceptabilité et on se retrouve maintenant devant les tribunaux puisqu'on avait obtenu tous les permis. La construction avait commencé.
mais c'est une des difficultés, particulièrement en Nouvelle-Angleterre, où des concurrents commerciaux de l'industrie fossile, donc des centrales qui produisent de l'électricité à partir de gaz, à partir d'huile, centrales nucléaires aussi. On va venir déloger, avec cette ligne de transport-là, déloger une partie de cette production. C'est d'ailleurs ce qui amène une réduction des gaz à effet de serre dans le marché. Et eux ont monté une campagne d'opposition et on se retrouve aujourd'hui devant les tribunaux. La ligne Champlain-Hudson Power Express que notre partenaire est en train de construire aux États-Unis, à New York, permet de contourner, de passer en dessous, c'est une ligne souterraine, de cette congestion qu'il y a à New York sur le réseau d'électricité de New York. L'énergie renouvelable du Nord se rend plus difficilement vers le Sud pour toutes sortes de raisons de congestion propres au réseau d'électricité de New York. Donc, en amenant notre hydroélectricité avec une nouvelle ligne de transport directement au Sud, on évite cette congestion-là et on peut amener un énorme bloc d'énergie à la ville de New York. Ce qui veut dire qu'à terme, lorsque cette ligne-là sera en service, on pourra aller à Times Square, regarder tout l'éclairage, puis se dire qu'il y a une ampoule sur 5 qui est, c'est l'équivalent d'une ampoule sur 5 qui est alimentée par l'énergie du Québec. Dans l'État de New York, on pourrait comparer ça à ton exemple. Les projets d'infrastructure linéaires, on peut penser à une ligne de transport d'électricité ou même à une route, ça peut déranger. Mais il faut amener l'énergie propre d'un point A à un point B. Un des enjeux ou une des facettes des énergies renouvelables, de l'hydroélectricité ou des projets éoliens, c'est qu'ils sont souvent situés loin des grands centres. Ils sont souvent situés loin des grands centres urbains. Donc, il faut amener cette énergie-là vers les lieux où il y a un besoin de consommation d'électricité qui est plus grand. Aux États-Unis, typiquement, les centrales fossiles étaient construites souvent juste à côté des endroits où il y avait une densité urbaine. Donc, un moins grand besoin d'infrastructures de transport à grande échelle. Mais pour les énergies renouvelables, il faut les amener là où il y a la densité, là où il y a les pôles de consommation. Donc, la façon dont on développe les projets de transport, et notre partenaire le fait au sud de la frontière aussi, c'est vraiment en écoutant les gens et en apportant une série d'aménagements, de mesures d'atténuation pour limiter les impacts de la ligne. Et puis, il y a un processus réglementaire en place. On le connaît chez nous, les projets vont passer devant le BAP, ils vont être révisés par le ministère de l'Environnement. Il faut obtenir un permis de la Régie de l'énergie, de la Régie de l'énergie du Canada aussi, si on traverse une frontière. Aux États-Unis, ils ont un réseau, une démarche réglementaire qui est rigoureuse. Pour la ligne de transport en Inde, on y a passé plus de 3 ans pour faire toutes ces démarches-là. Il y a même eu des appels devant les tribunaux des permis. On a obtenu gain de cause pour nous amener au point de construction en janvier 2020. Donc, tout ça était fait, mais c'est clair que si on déloge des entreprises qui produisent de l'énergie à partir de sources fossiles, c'est des millions, sinon des centaines de millions de dollars d'impact pour eux et ils avaient tout intérêt à monter une campagne d'opposition pour ralentir ou stopper le projet. Mais particulièrement les énergies fossiles, c'est absolument essentiel dans nos marchés américains où les sociétés sont dépendantes d'énergie fossile pour leur production d'électricité. À New York, je le disais, plus de 90%. En Nouvelle-Angleterre, c'est environ la moitié, 50% de l'approvisionnement qui est fourni à partir de sources fossiles. Donc, ça veut dire des émissions de GES, c'est mauvais pour le climat. Ça veut dire aussi une pollution atmosphérique. Dans le cas de New York, par exemple,
Typiquement, les centrales fossiles s'installaient juste à l'extérieur de la ville de New York, dans des endroits où on retrouve des communautés qui sont désavantagées, qui sont plus pauvres. Et ce sont ces communautés-là qui respirent cet air-là. On l'appelle le Asthma Alley, cet endroit où il y a plusieurs centrales fossiles, parce que l'air est contaminé, le taux d'asthme est plus important là que partout ailleurs dans l'État de New York. Donc, c'est absolument essentiel qu'on arrive à réaliser ces projets-là pour le bien d'abord des communautés directement concernées, mais les GES ne connaissent pas de frontières, donc c'est un gain climatique qui est énorme pour l'ensemble de la région. Dans le cas de New York, on parle d'une diminution des GES annuelle de 3,9 millions de tonnes d'équivalent carbone par année. Ça, c'est l'équivalent de retirer 44% des véhicules passagers de la ville de New York. C'est le même effet. Du côté de la Nouvelle-Angleterre, on parle d'une diminution de GES d'environ 3 millions de tonnes par année, l'équivalent de retirer 700 000 voitures des routes. Donc les gains sont énormes et ça, c'est un avantage pour nous tous. Mais c'est pas qu'un avantage climatique, il y a un avantage économique. Bon, d'abord pour nous, c'est des contrats qui nous assurent une prévisibilité de revenus. Les prix d'énergie ont fortement grimpé dans la dernière année en raison particulièrement des tensions géopolitiques, mais il n'y a pas de constance nécessairement. Les prix ont déjà redescendu. D'avoir des contrats à long terme, c'est un peu comme nos placements, ça assure une prévisibilité et c'est des contrats qui sont lucratifs pour Hydro-Québec, pour nos clients aux États-Unis, pour ceux qui signent ces contrats-là. Ça leur permet eux aussi une prévisibilité de coût et eux, étant donné qu'ils utilisent beaucoup d'énergie fossile, cette énergie-là, le prix est volatile. Donc, ils sont soumis à des pics, des hausses de prix qui sont parfois faramineuses, extrêmement coûteuses pour les familles. Donc, ça vient tempérer cette volatilité des prix, d'avoir un bloc d'énergie qui est à prix stable et prévisible. Évidemment, qui augmente dans le temps, mais que c'est prévisible. Donc, c'est un des avantages. L'autre avantage, et j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est qu'en assurant un maillage stratégique avec des lignes qu'on va utiliser de manière bidirectionnelle, c'est qu'on vient optimiser l'ensemble des ressources renouvelables au Québec, mais aussi dans les marchés qui en ont ajouté beaucoup de mégawatts d'énergie, surtout éolienne, dans les dernières années, et où on prévoit qu'il y aura une hausse significative de technologies renouvelables sur le réseau. Donc, on pourra certes exporter notre hydroélectricité, mais aussi importer cette énergie-là dans les périodes où il y en a trop, selon les contrats, selon la dynamique des marchés. Hydro-Québec, depuis les années 2000, s'est ajouté beaucoup de capacités hydroélectriques sur son réseau, plus de 5000 MW. Donc, on a un réseau d'une très grande taille et on a de l'énergie additionnelle. Mais les besoins sont énormes au Québec. On l'a bien décrit dans notre plan stratégique pour jusqu'à 2026. On va avoir besoin d'énergie additionnelle. Mais dans notre vision, on a un réseau qui est capable de fournir à cette demande-là, en ajoutant bien sûr de l'énergie éolienne, c'est ce qu'on a annoncé et ce qu'on va faire dans les prochaines années. On va ajouter des milliers de mégawatts d'énergie éolienne. On va aussi améliorer nos centrales, les rendre plus performantes et faire des gains d'énergie là en remplaçant des vieilles turbines par des nouvelles. En faisant ça, on est capable d'augmenter notre capacité avec les mêmes centrales. Là aussi, il y a des milliers de mégawatts, 2000 mégawatts. Donc, on est capable d'ajouter à notre réseau simplement en modernisant certaines de nos infrastructures. Et on va aussi faire beaucoup d'efficacité énergétique au Québec. Et ça demande un effort à nous tous. On en a déjà fait dans le passé. On a déjà économisé des térawattheures, donc l'équivalent de centrales hydroélectriques au complet avec des mesures d'efficacité énergétique. On pense qu'on est capable d'en faire beaucoup plus en ce sens-là. Et c'est intelligent de le faire parce qu'on va donc maximiser l'énergie qu'on a au Québec simplement en la consommant de manière différente. Ça donc, on a déjà un réseau qui est vaste et où on est capable d'en faire davantage. Et ça, c'est ce qui nous rend très confiants d'être en mesure de répondre à la demande du Québec, mais aussi d'appuyer nos voisins dans leur démarche de décarbonation.
reprendre sur cette comparaison, des fois, on entend souvent ça. On vend moins cher aux États-Unis que le prix offert aux Québécois. Parce que les gens voient qu'en moyenne au Québec, c'est un peu plus de 7 cents du kilowattheure. Notre prix de vente, en moyenne, aux États-Unis, l'an dernier, était plus élevé dans les circonstances que je décrivais un peu plus tôt, mais on peut vendre aux États-Unis 4, 5, l'an dernier, c'était environ 8 cents, c'était plus élevé, mais si on exclut l'an dernier, typiquement, on vendait entre 4 et 5 cents aux États-Unis, donc ils vendent moins cher aux Américains. Mais c'est pas le cas. Le kilowattheure qu'on vend aux Américains, c'est une énergie qui est livrée à la frontière. Donc, c'est de l'énergie qui est produite, transmise jusqu'à la frontière, mais les citoyens, les gens qui reçoivent cette énergie-là doivent aussi payer pour l'énergie livrée à leur maison. Alors que nous, pour les Québécois, c'est une énergie qui est produite, transmise et distribuée jusqu'à la maison, qui coûte un peu plus de 7 cents du kilowattheure. Donc, c'est là la différence. Si on compare, au Québec, on a parmi les tarifs les plus bas en Amérique du Nord, puisque l'énergie, elle est produite, transmise, livrée à la maison à un coût franchement moindre que nos voisins en Nouvelle-Angleterre ou même ailleurs au Canada. Les tarifs d'électricité au Québec sont réglementés. Donc, ils dépendent d'un ensemble de facteurs propres à la livraison d'énergie aux Québécois dans leurs maisons, dans leurs entreprises. Quand on vend de l'énergie aux États-Unis, c'est une activité qui est non réglementée. Donc, quand on vend cette énergie-là, les profits qu'on fait vont directement dans notre colonne de profit et ça devient un dividende qu'on paye au gouvernement annuellement. C'est deux activités distinctes. Donc, quand on vend plus, quand on vend moins, il n'y a pas de répercussion sur les tarifs. Les tarifs sont régis au Québec selon les besoins et les coûts qu'on engendre au Québec pour la livraison de cette énergie au Québec. Absolument. Donc, les profits générés par les activités d'Hydro-Québec sont retournés à l'ensemble de la société via le dividende qu'on paie annuellement à notre actionnaire qui est le gouvernement du Québec. Et cet argent-là, c'est milliards de dollars qui permettent de financer les services publics dont on peut jouir au Québec. Alors, on peut penser au salaire de professeurs, au salaire d'infirmières, de médecins, à certaines infrastructures. Donc, c'est vraiment une grande richesse qu'on a au Québec d'avoir non seulement l'énergie propre, mais l'énergie qu'on peut vendre et dont le fruit de cette activité-là revient ensuite aux Québécois et ça finance les services publics chez nous.